Bienvenue à toi pour ce premier épisode de Midnight. Pour te la faire courte, ici on parlera de cinéma, autant de courts-métrages que de longs-métrages. On abordera des sujets de société, et ce, tout en restant le plus accessible possible, puisque même moi je n'ai pas la science infuse. Pour ce premier épisode, je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur, les courts-métrages. Pour cela, on va d'abord faire un petit cours d'histoire du cinéma. En 1885 naît le court. Avec la sortie d'usine des Frères Lumière, les images s'animent, mais ne peuvent pas durer plus de 50 secondes. Ça reste des mises en scène, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière. Un an plus tard naît vraiment le court-métrage. Dans son autobiographie d'une pionnière du cinéma, Alice Guy s'amuse du manque de lucidité des inventeurs. L'intérêt que pouvait présenter la prise de vue comme moyen d'éducation et de distraction ne semblait pas avoir retenu l'attention de Gaumont, écrit-elle. Fille d'un éditeur, j'avais beaucoup lu, pas mal retenu, j'avais fait un peu de théâtre d'amateur et pensais qu'on pouvait faire mieux. Marmont de courage, je proposais timidement à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l'affaire, je n'aurais jamais obtenu son consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Je l'obtins cependant à la condition expresse que cela n'empiéterait pas sur mes fonctions de secrétaire. Alors, elle se lança. Alice Guy installe un drap peint, des choux en bois, convoque des amis, un bébé et donne naissance, en mars 1896, à La Fée aux choux, la toute première fiction du 7e art. Le film eut assez de succès pour qu'on me prie de renouveler ma tentative, écrit-elle encore. Entre 1897 et 1907, Alice Guy tournera plus de 200 films de genres variés. Comédie, fantastique, religieux, burlesque, des opéras, des films sonores ou colorisés. Scénariste, directrice de production, spécialiste des effets spéciaux, Alice Guy est à tous les postes. Quelques années plus tard, en 1915, arrive le Serial. Vous l'aurez compris, c'est le grand frère des séries. Ce dernier sert à fidéliser le public en lui livrant chaque semaine un nouveau court-métrage, épisode d'une histoire à rebondissement. Ce principe se répand dans les cinémas de France à partir de la Première Guerre mondiale, quand les producteurs cherchent à protéger leurs industries et à conserver leur public face aux problèmes politiques de ces années. Le mot court-métrage apparaît en 1922 dans les dictionnaires, devant l'allongement progressif des films. La séance de cinéma accomplit un changement progressif dans lequel le court-métrage devient un format d'exception, quelques bandes avant l'entracte qui précède le grand film à l'esthétique théâtrale. En réaction à cette mue, va se structurer ce qu'on va bientôt appeler l'avant-garde. Des artistes vont se poser la question de la spécificité de l'art cinématographique et tendre vers l'idée d'un cinéma pur. Un cinéma comme art visuel, comme une peinture en mouvement, recourant à des cadrages insolites et à des effets de montage très rythmés, ces films bousculent la quiétude du tout venant du cinéma populaire. Les années 20 incarnent à ce titre une période exceptionnelle qui voit la production de courts prendre place dans l'histoire du cinéma au même titre que les longs. L'ouverture d'un chien andalou de Louis Buñuel fait figure de véritable manifeste esthétique, la volonté de faire du cinéma un instrument de renouveau du regard. Le début du cinéma parlant va surtout nous montrer des représentations d'artistes musicaux, assez peu de fiction, sauf exception évidemment, comme Marcel Carné et bien d'autres. Peu le savent, mais les courts-métrages en salle de cinéma ont été instaurés en France en 1940 par le régime de Vichy. Un mois après la publication de plusieurs ordonnances allemandes interdisant la diffusion des œuvres anglo-saxonnes et américaines, celles interprétées par des juifs, puis de tous les films sortis en France avant 1937, ce décret créa une place officielle pour l'exploitation des courts-métrages en salle en déclarant obligatoire la diffusion d'un court-métrage avant chaque long et en rémunérant ceux-ci à hauteur de 3% de la recette. Malheureusement, beaucoup de producteurs ne voient dans cette réforme de l'exploitation qu'une manière d'engranger automatiquement les 3% mentionnés. Puisque les spectateurs ne choisissent pas le court qui précède le long-métrage pour lequel ils ont payé, pourquoi se préoccuper de la qualité ? Cela donne une image négative du court-métrage, alors majoritairement documentaire, et qu'on appelle le docucu, qui étaient principalement des films de propagande ou de commande. On y trouve aussi des films d'enseignement, de propagande agricole, coloniale, sportive, folklorique, réalisés à la va-vite. Le docucu sera pourtant l'école de la plupart des réalisateurs qui vont compter dans les années 50-60. Rouche, Demy, Rosier, Franju, René, Marqueur et les producteurs qui les accompagnent. Convaincus du caractère contre-productif de l'octroi automatique des 3% aux producteurs, ces cinéastes militent pour un système de financement basé sur la qualité des œuvres. Le CNC accède à leur demande en août 53, mais 2 semaines après, un décret-loi supprime l'obligation de projeter un court lors de chaque séance. Il déclenche aussitôt un front de résistance et la constitution du groupe des 30. Bientôt constitué de plus d'une centaine de professionnels, ce groupe réclame une abrogation de la loi qui pour eux signe l'arrêt de mort du court-métrage. Le manifeste du 20 décembre 1953 formalise ce qui devient bientôt une des pierres d'angle de la pensée du court-métrage. À côté du roman ou des œuvres les plus vastes existe le poème, la nouvelle ou l'essai, qui jouent le plus souvent le rôle de ferment, remplissent une fonction de renouvellement, apportent un sang nouveau. C'est le rôle que le court-métrage n'a cessé de jouer. Sa mort serait finalement celle du cinéma, car un art qui ne bouge pas est un art qui meurt. L'entrée en cinéma d'Alain Resnais à la fin des années 1940 est un événement qui est tout de suite remarqué par des professionnels du cinéma et par la censure. Cette dernière interdit les statues meurent aussi,
de 1953, co-réalisé avec Chris Marker, qui ne sortit en version intégrale qu'en 1968, soit 15 ans après. Le képi d'un gendarme français dans Nuit et brouillard, de 1955, devant le camp de détention de Pithiviers où étaient rassemblés de futurs déportés, l'indisposa aussi. Commandé par le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour la commémoration des 10 ans de la libération des camps et pensé comme un dispositif d'alerte contre les bourreaux d'hier et d'aujourd'hui, Nuit et brouillard est devenu un outil de mémoire collective encore étudié aujourd'hui. Dans un article de 1958 consacré au Festival de Tours, l'unique festival de cours de l'époque, Jean-Luc Godard note « Un court-métrage n'a pas le temps de penser, il est donc d'une certaine manière utile au cinéma, mais comme les anticorps à la médecine. Car si c'est toujours du cinéma, c'est d'abord parce que c'est de l'anti-cinéma. » Le jugement est sévère, mais on peut lui donner raison sur le fait que la plupart des courts-métragistes produisent alors des films relativement peu intéressants, puisque la fiction n'est plus au goût du jour en termes de courts-métrages. Les cahiers du cinéma président alors à un coup de force s'approprier un terrain jusqu'alors interdit au court-métrage, la fiction. Ils bouleversent les lois du court-métrage avant de renouveler celles du long. Le court-métrage, au milieu des années 50, principalement grâce aux producteurs Pierre Broumerger et Anatole Daumont, fait trembler la notion de film bien fait. Raconter des histoires, imprimer ses impressions, mais rapidement et pour pas cher. La nouvelle sensibilité des pellicules favorise les tournages en extérieur, la prise de son évolue aussi vers une légèreté plus grande des tournages. Godard, qui n'était jusque-là pas convaincu, se laisse prendre au jeu en remaniant les rushs du court-métrage Une histoire d'eau, réalisé notamment par Truffaut, qui n'était pas fier du résultat. Ce remaniement permet donc de changer le fil conducteur du film et d'en faire non pas un documentaire sur l'inondation d'Île-de-France, mais donne au film un art radical de la parole, du rythme et de la digression. C'est donc les débuts de sa patte de cinéaste. Mobilisé depuis février 68 par l'éviction du directeur de la Cinémathèque française, Henri Langlois, le cinéma français est déjà en ébullition lorsque débutent les événements de mai 68. Le 17 mai, un appel à la grève générale dans l'ensemble de la filière cinéma est lancé. Le mouvement va donner naissance aux États généraux du cinéma, lorsque desquels va être remise en cause la structuration de la production cinématographique. Les tournages sont arrêtés sur l'ensemble du territoire et le Festival de Cannes est annulé. Les cinétracts lancés par Chris Marker lors des États généraux associent de nombreux protagonistes de l'avant-garde française, qu'ils soient cinéastes, peintres, photographes ou techniciens. Anonymes, collectifs et immédiats, les cinétracts sont des petits poèmes visuels sur une bobine 16 mm, soit 2 minutes 44. Selon leur protocole, les cinétracts doivent contester, proposer, choquer, informer, interroger, affirmer, convaincre, penser, crier, rire, dénoncer, cultiver, afin de susciter la discussion et l'action. Jusqu'ici, le court-métrage est plutôt réservé aux professionnels et uniquement accessible en salle pour les lambdas. En décembre 1967, tout change. Les ouvriers de l'usine Rhodia de Besançon sont en grève. Pour donner de la visibilité à leur mouvement, le bibliothécaire de l'usine, Paul Seb, appelle un ami, Chris Marker, pour réaliser un film. Un an plus tard, lors de la projection de ce film, les ouvriers exprimèrent leurs opinions. Certains jugeant le film trop romantique et bourgeois. Chris Marker tire alors la conclusion qu'un véritable cinéma militant ne peut être en définitive que celui qui serait réalisé par les ouvriers eux-mêmes. C'est la création des groupes Medvedkin, du nom d'un réalisateur soviétique. À Besançon puis à Sochaux, après quelques mois de cours assurés par des techniciens amis dans la lignée des mouvements d'éducation populaire d'après-guerre, les groupes produiront ainsi une dizaine de films courts où le travail, l'intime et la politique se mêlent. En 69, Pierre Bromberger, Anatole Daumont et Jean Rouch créent le GREC, groupe de recherche et d'essais cinématographiques. La structure de production est créée spécifiquement pour permettre la réalisation des premiers films de court-métrage. Qu'importe le sujet du film ou son genre, le seul critère de choix est la singularité et le caractère innovant du projet. Le GREC prolonge ainsi le combat du groupe des 30, participer à faire exister pleinement le court-métrage. Depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui, le GREC a ainsi permis à nombre de réalisateurs et réalisatrices de talent de faire leur premier pas. Avec l'arrivée de la télé dans les années 60, la fréquentation des salles chute et produire des longs métrages devient un réel enjeu de survie pour le milieu. Le Festival de Tours, créé en 1955, quitte cette ville et s'installe à la Maison de la Culture de Grenoble en 1972. Lors de la cérémonie des Césars de 1977, Jacques Tati, qui avait commencé dans les années 30 à faire du cinéma, exhorte la profession à réagir. Le malaise est tel que quand en 1978 quelques étudiants de Clermont-Ferrand décident de mettre en place une semaine du court-métrage français, ils baptisent leur association, sauf qui peut le court-métrage. L'association reçoit rapidement le soutien des collectivités locales et structure peu à peu ce qui va devenir le deuxième plus gros festival de cinéma en France. Je parle évidemment du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est aujourd'hui la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court-métrage, avec en 2025 plus de 173 000 festivaliers. Créée par un groupe de professionnels du cinéma avec le soutien du CNC, l'agence du court-métrage ouvre ses portes en mars 1983,
avec la mission de devenir le trait d'union entre ceux qui font des films et ceux qui les montrent. Inscrite dans la politique culturelle de l'époque, impulsée par Jack Lang, l'agence du court-métrage va accompagner et favoriser une mutation décisive, une sorte de professionnalisation progressive du court. Les années 90 voient le paysage du court-métrage se structurer. Des fonds d'aide à la création voient le jour au niveau local et national. Chaque année, ce sont ainsi plusieurs centaines de films qui vont pouvoir être produits. En parallèle, près de 300 festivals vont bientôt proposer du court-métrage sur tout le territoire français. Issu pour une grande part de la Fémis, une nouvelle génération de créateurs va voir le jour. Arnaud Desplechin, Pascal Ferrand, François Ozon, Laurent Cantet, les premiers films de ce jeune cinéma français sont très remarqués dans les festivals. En 2011, à contrario de cette idée, proposée par le CNC et parrainée par Michel Gondry, Jeanne Moreau, Jacques Perrin et Mélanie Laurent, le jour le plus court aura lieu le 21 décembre dans toute la France. Le principe est simple, une journée consacrée au court-métrage, partout sur les écrans et sur les murs. À ce jour, le court-métrage reste toujours incompris voire méprisé du grand public. On l'associe aux dessins animés pour enfants, aux films d'étudiants sans budget, enfin bon, que des jugements de valeur. Malgré tous ces efforts, le court-métrage reste toujours un palier pour la majorité des cinéastes. On passe par le court, on obtient potentiellement un prix, puis on passe au long métrage. Un espèce de microcosme de pros et passionnés s'est créé et le court métrage paraît toujours un télo alors qu'il n'y a jamais eu autant de diversité dans les propositions et qu'il est plus accessible que jamais. Alors, par où commencer ? Déjà, il existe la plateforme Arte, soit sur YouTube ou sur leur site, qui propose énormément de choix du 2 minutes au 45. Il y a aussi la chaîne YouTube des Gobelins, qui est une super école d'animation française, où la majorité des courts-métrages se retrouvent au Festival d'Annecy. J'ai également recensé tous les courts-métrages que j'ai cités dans cet épisode en description. J'en ai aussi rajouté quelques-uns, d'Alice Guy, Méliès et Tutti Quanti. Et pour finir, je vous invite à aller nous suivre sur Instagram, Midnight le podcast, puisque les recommandations de courts-métrages, de lieux et de festivals continuent là-bas. Merci d'avoir écouté et à bientôt!